Savez-vous que 97% des personnes abonnées à la chaîne Avide de Recherche connaissent une vie plus joyeuse, cognitivement stimulée et sociologiquement subversive? Bon, si je n'ai pas réellement commandité une étude sur nos chers abonnés, il est vrai qu'aujourd'hui, on nous sonde pour tout et n'importe quoi. On sait par exemple que plus de 40% des Américains croient en l'existence de démons fantômes et qui sont près de 8 à 9% pour les loups-garous et les vampires, ou encore que 45% des Britanniques pensent qu'ils pourraient gagner un combat contre une oie, et ils sont même 2% à penser pouvoir se mesurer à un grizzly ou à un gorille. Comme j'aimerais avoir ce niveau de confiance en moi. Alors, les sondages, ça permet aussi de mesurer l'opinion publique sur des questions sérieuses, comme le droit à l'euthanasie, sur l'organisation de la vie publique, comme le baromètre de l'IFOP, les Français et leurs poubelles, ou même des sondages marketing sur les enseignes préférées des Français. C'est vraiment très intéressant. Et bien sûr, il y a tous les sondages politiques qui explosent ces dernières années, notamment en période présidentielle. À titre de comparaison, on avait fait environ 14 sondages en 1965 contre 560 pour l'année 2017, soit une multiplication par 40. Alors on s'interroge souvent sur la fiabilité des sondages, sur les méthodes employées, sur la rigueur scientifique, mais on s'interroge en fait assez peu sur les conditions de production de cette opinion publique. Et c'est justement ce qu'a fait le sociologue Hugo Touzé, qui a réalisé une thèse sur le métier de sondeur et qui publie cette année dans la revue Sociologie un article intitulé « Le client roi ou l'enquête reine, savoir-faire professionnel et contraintes marchandes dans la production des sondages d'opinion ». Alors, on est habitué à voir des sondeurs nous communiquer les résultats de leurs études, et bien aujourd'hui, on inverse les rôles pour faire de ces professionnels de l'opinion les sujets de l'observation sociologique. Bienvenue dans Avide de Recherche. Pour son terrain, Hugo Touzé a mené une observation participante dans un institut de sondage et il a aussi réalisé une trentaine d'entretiens avec des professionnels du secteur à tous les niveaux de la hiérarchie. Et ça lui permet d'avoir un gros matériau qualitatif. Et en plus de ça, il a diffusé un questionnaire dans les services opinion de 8 grands instituts de sondage, ce qui lui permet d'avoir un aperçu statistique de cette population qui est somme toute assez restreinte. Ce travail lui permet de nous donner un accès très concret à ce qui se passe derrière les coulisses, les négociations avec les clients, les dilemmes autour des questions trop orientées, et surtout les arbitrages entre rigueur scientifique et impératif commercial. Mais avant ça, revenons un petit peu sur l'histoire des sondages. Nous sommes aux États-Unis en 1935 et tout le monde se demande bien qui sera le prochain président de la République. Le journal plutôt conservateur Literary Digest pose directement la question à ses lecteurs et après plusieurs millions de réponses, ce qui est quand même assez impressionnant, ils prédisent la victoire du candidat républicain Alf Landon. De son côté, le statisticien George Gallup construit un échantillon représentatif de seulement quelques milliers de personnes et prédit la victoire de Roosevelt avec 56% des voix. Et évidemment, c'est lui qui a raison. Bon, même si Roosevelt fera en réalité 62% des voix et pas 56, mais il a trouvé le bon vainqueur. Ce moment est clé parce qu'il légitime les sondages d'opinion et surtout la méthode des quotas. Parce que si le Literary Digest s'est trompé, c'est notamment parce que son échantillon était biaisé en sélectionnant un public plus favorable aux républicains que la population réelle. Donc Gallup montre qu'on peut avoir des résultats plus justes avec un échantillon bien plus petit, à condition qu'il soit bien représentatif de la population générale. C'est ça la puissance intellectuelle. Si on fait un saut dans le temps de 90 ans, c'est devenu la méthode habituelle et presque routinière de faire des sondages. On choisit en général un échantillon de 1000 personnes, c'est ce qui minimise à la fois les coûts et la marge d'erreur, et la méthode utilisée est presque exclusivement la méthode des quotas, où on choisit un échantillon en fonction des caractéristiques sociodémographiques de la population. Donc par exemple, 52% de femmes, 18% d'ouvriers, 1,5% d'agriculteurs, etc., etc. Une fois l'échantillon défini, le travail du sondeur commence vraiment. Il faut répondre à une commande souvent un peu floue d'un client qui veut savoir ce que pensent les gens sur tel ou tel sujet, et à partir de là, les sondeurs doivent construire un questionnaire avec des questions claires, neutres, compréhensibles, et ensuite l'enquête est diffusée. Aujourd'hui, c'est le plus souvent en ligne, parce que c'est quand même moins cher que le téléphone ou le face-à-face. Et c'est là qu'intervient un élément central. Les instituts de sondage sont des entreprises. Ils doivent donc produire vite, à moindre coût et surtout être rentables. Hugo Touzé montre dans toute la première partie de son article à quel point la recherche de rentabilité est centrale dans le métier de sondeur. Un bon sondeur, ce n'est pas seulement quelqu'un qui maîtrise les méthodes, c'est surtout quelqu'un qui paie son salaire, c'est-à-dire qui parvient à vendre suffisamment d'enquêtes pour couvrir son poste. Vendre un sondage n'est donc pas simplement un préalable nécessaire, mais bien une étape à part entière du processus de fabrication de l'étude. Et notamment parce que c'est cette étape qui conditionne toutes les autres, les moyens qui vont être alloués, la taille de l'échantillon, la méthode de passation ou le temps qu'on va pouvoir consacrer à l'analyse. Bien vendre et donc être sans cesse en train de démarcher de nouveaux commanditaires, c'est une compétence
compétences attendues en soi. C'est notamment ce qui fait la grande différence entre les sondeurs et les sociologues dans le rapport aux données quantitatives. Enfin, ça c'est de moins en moins vrai depuis que les chercheurs passent limite plus de temps à monter des projets pour demander des financements qu'à réellement faire de la recherche, mais c'est vrai que c'est quand même moins souvent des commanditaires privés. Et je vous renvoie vers cette vidéo de ma chaîne si vous voulez creuser le sujet. Les sondages sont critiqués depuis pas mal de temps, notamment sur leur potentielle influence de l'opinion. Y a-t-il trop de sondages? Eh bien, certains le pensent aussi bien à droite qu'à gauche. Cette année se déroule d'ailleurs une commission d'enquête concernant l'organisation des élections et notamment les sondages. Il ne faut pas oublier non plus que maintenant, ce sont en partie sur ces sondages que se basent les banques pour délivrer des prêts aux acteurs politiques, que se base l'Arcom pour définir la représentativité des partis. Je vous invite à consulter les replays de la commission, on entre dans le détail de pas mal de points avec des députés, des sondeurs, des scientifiques et c'est assez intéressant. Pour revenir aux critiques habituelles, la plus connue est celle de Pierre Bourdieu dans sa conférence « L'opinion publique n'existe pas », où il avance 3 grandes critiques. Premièrement, le fait qu'un sondage suppose que tout le monde a une opinion. Deuxièmement, que toutes les opinions se valent. Et troisièmement, que toutes les questions appellent nécessairement une réponse. Or, pour lui, ces 3 présupposés sont faux. Et conséquemment, présenter l'opinion des Français, c'est forcément masquer des inégalités de participation, d'information ou tout simplement d'intérêt pour le sujet posé. Ainsi, les sondages ne reflèteraient pas une opinion préexistante, mais fabriqueraient en réalité ce qu'ils prétendent mesurer. Depuis, il y a bien d'autres critiques qui ont été formulées par des sociologues comme Patrick Lehing, qui soulignent notamment la mauvaise qualité des questions, le manque de transparence des méthodes, ou encore la confusion fréquente entre les non-répondants et les sans-opinion. Mais au fond, ce n'est pas si surprenant que les sociologues critiquent les sondeurs parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs. La sociologie cherche à produire une connaissance approfondie, souvent lente, qui éclaire les structures sociales. Les instituts de sondage, eux, ils travaillent pour des clients avec des délais serrés et des contraintes commerciales. Pourtant, les deux mondes partagent aussi des contraintes similaires, parce que le budget d'un labo de recherche, c'est loin d'être illimité. Mais ce qui fait la vraie différence, c'est cette logique de commande et la nécessité pour les sondeurs de répondre à des attentes de clients qui sont parfois assez éloignées de l'objectif de connaissance. À ce titre, Touzé distingue 2 usages des sondages, d'un côté les enquêtes de connaissance, qui sont rigoureuses et orientées vers la compréhension de phénomènes sociaux, et de l'autre les sondages de communication, qui sont conçus pour produire des chiffres marquants et médiatisables. Cette logique plus stratégique, elle est complètement assumée par les professionnels. On a directement un chef de groupe qui reconnaît que, clairement, là, il y a moins d'enjeux, et que sans aller jusqu'à biaiser les questions, le but c'est de formuler comme il faut pour obtenir le chiffre percutant attendu par le client. Mais il faut aussi comprendre que les sondeurs évoluent dans un univers très concurrentiel, où pour décrocher un contrat, on peut céder à la tentation de faire du quick and dirty. Un sondage vite fait, pas toujours très solide, juste pour livrer un chiffre. Mais ce que montre Hugo Touzé, c'est que dans ce petit milieu où tout le monde se connaît, ce genre de pratique est quand même très mal vu, au point de devenir un véritable stigmate qui pousse la profession à s'auto-réguler. Nobody wants this. We're supposed to be fucking professionals. Parce qu'il existe une vraie culture de la belle enquête, et la plupart des professionnels de l'opinion tiennent quand même à faire un travail propre, rigoureux et dont ils puissent être fiers. L'un des apports essentiels de l'article de Touzé, c'est justement de montrer que les sondeurs sont des professionnels, qu'ils savent ce qu'ils font, et qu'ils ont souvent à cœur de bien le faire. Plus de 90% d'entre eux sont titulaires d'un master, beaucoup viennent de la sociologie, de la science politique ou des stats, et ils connaissent les méthodes, les biais et les pièges à éviter. Et c'est d'ailleurs là que se joue toute leur expertise, parce qu'ils passent une bonne partie de leur temps à retravailler, retraduire ou refaçonner les questionnaires proposés par les clients. Oui, parce qu'il faut se le dire clairement, dans la plupart des cas, les clients, ils y connaissent rien et ils proposent des questions toutes pourries. Et là, c'est au sondeur de faire un vrai travail de médiation et d'expliquer pourquoi telle formulation risque d'être mal comprise, pourquoi l'ordre des questions peut influencer les réponses, ou pourquoi un mot apparemment neutre peut en réalité biaiser tout un sondage. Il raconte que pendant ses observations, il a notamment vu des sondeurs rester des heures au téléphone avec un client pour lui expliquer en quoi la façon qu'il a de poser la question sera incompréhensible du grand public. Et on voit à quel point le sondeur a un rôle de pédagogie qui sert 2 objectifs, s'assurer d'un côté que l'étude apporte des résultats intéressants et exploitables, mais aussi de préserver la réputation de l'institut, voire directement du sondeur lui-même. Et oui, parce que le monde des sondeurs est en fait tout petit, et ça pourrait être très mauvais pour l'image de l'institut de publier une enquête biaisée ou qui serait vue comme pas sérieuse. L'un des enquêtés lui raconte par exemple qu'il a été contacté par la prod de Cyril Hanouna, qui voulait commander un sondage avec des questions un peu farfelues du genre « À quel légume vous fait penser telle ou telle personnalité politique ?» Et lui, des poros. Jésus, Marie, Joseph, des poros. Même si ça aurait été potentiellement très rémunérateur, le sondeur a refusé
justement pour ne pas courir le risque de mettre à mal l'image de sérieux de son institut. C'est des cas qui se produisent assez rarement, mais qui permettent bien de voir la tension qui se pose à la profession de devoir d'un côté conserver une image de sérieux et de l'autre d'obtenir des contrats. Il y a donc une tension permanente entre ce que les sondeurs aimeraient faire, à savoir une enquête propre, bien construite et fidèle aux standards scientifiques, et ce qu'ils peuvent faire dans les limites de temps, de budget ou de ce que veut le client. Hugo Touzé cite une directrice adjointe de département qui résume très bien la frustration que peut créer la réalité du métier. C'est surtout en fonction des objectifs du client. Parce que la grande frustration quand on arrive dans la vie active, c'est qu'on a appris à faire plein de choses, plein d'analyses, et qu'on rêve de les mettre en application. Seulement, si on vous les demande pas, on va pas les faire. Moi je me rappelle, mon chef à l'époque, il me disait « Sylvie, on t'a commandé une 2 chevaux, tu livres pas une Ferrari ». C'est comme ça que ça marche dans la vie active. Et donc du coup, c'est surtout les objectifs du client qui vont faire qu'on va lui dire « Bon, dans ce cas-là, il faut qu'on gonfle un petit peu l'échantillon pour avoir des effectifs suffisants. » Mais si lui, il a pas cet objectif-là et qu'il s'en fiche d'une analyse par sous-ensemble, tant pis. Autrement dit, les objectifs du client dictent bien souvent la taille de l'échantillon, le niveau de détail de l'analyse et le type de méthode qu'on va utiliser. Mais ça ne veut pas dire que les sondeurs se contentent d'obéir, ils ont aussi des marges de manœuvre. Ce que montre l'article, c'est que les sondeurs peuvent s'appuyer sur leur expertise comme une sorte de bouclier professionnel. Hugo Touzé raconte par exemple qu'un jour il a assisté à un conflit entre une sondeuse et la responsable d'un think tank qui tenait absolument à garder 4 questions qui étaient jugées pourries par la sondeuse, mais qui refusait catégoriquement toute modification. Et du coup, lorsque la sondeuse en réfère à son directeur de département, ce dernier décide qu'il n'ira pas faire de présentation au client si les questions restent comme ça. Et donc là, on voit typiquement comment un sondeur un peu célèbre et un peu installé, il peut utiliser son capital symbolique pour peser dans le rapport de force qu'est la négociation avec un client. Mais bien sûr, ce pouvoir, il dépend de sa position dans la hiérarchie, de la relation avec le client et de sa réputation dans le milieu. C'est pour ça que la réputation dont on parlait juste avant, elle est si centrale. Elle ne sert pas seulement à éviter des sondages absurdes, elle permet aussi de défendre une certaine idée du bon travail et ainsi de garder un petit peu d'autonomie dans un univers qui est somme toute très contraint. Pour conclure, ce que montre très bien l'article d'Hugo Touzé, c'est que les sondeurs sont loin d'être les mercenaires cyniques qu'on imagine parfois. Oui, ils doivent composer avec des contraintes de temps, d'argent et parfois des demandes un peu absurdes, mais la plupart d'entre eux tiennent à faire leur boulot sérieusement, quitte à refuser certains contrats, à désamorcer les pires idées de leurs clients ou à défendre bec et ongle une formulation rigoureuse. Du coup, ce que j'en retiens personnellement, c'est que nous devons continuer de critiquer les sondages quand ils sont mal faits. Parce que c'est justement de cette critique, qu'elles viennent des chercheurs, des journalistes ou du public, qui poussent les professionnels à tenir bon face à certaines dérives. Il faut continuer de faire en sorte que le mauvais travail soit stigmatisant. Ça permet de maintenir à flot l'éthique scientifique des professionnels de l'opinion et que, dans la tension permanente entre l'enquête reine et le client roi, l'éthique professionnelle des sondeurs continue de les tirer vers la rigueur scientifique. Mais pour aller vraiment au bout du raisonnement, il faut aussi regarder du côté de ceux qui passent les commandes. Parce que, au fond, si les sondeurs doivent parfois faire des compromis, c'est surtout parce qu'ils évoluent dans un environnement économique qui les y pousse. Et cet environnement, il est largement façonné par les commanditaires, et en particulier par les médias. Ce sont eux qui choisissent les sujets, qui fixent les détails, qui réduisent les budgets et qui cherchent des chiffres faciles à publier. Autrement dit, ce ne sont pas seulement les pratiques des instituts qu'il faut questionner, mais toute l'organisation économique du secteur. Tant qu'un sondage vaudra surtout par sa capacité à faire un bon titre, il sera difficile d'échapper à la logique du chiffre rapide. Et donc, si on veut défendre des enquêtes solides, il faut aussi que la critique porte là où se prennent les décisions, du côté des clients et des logiques médiatiques qui les structurent. Cet épisode d'Avis de recherche est maintenant terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Avant toute chose, un grand merci à Hugo Touzé qui a très gentiment accepté de me faire une relecture du script. Cet épisode un peu plus réflexif sur les sciences sociales paraît au moment où l'Université de Toulouse va accueillir le nouveau congrès de l'Association française de sociologie. Et si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, je vous conseille la vidéo que j'ai faite sur le sujet il y a quelques mois. En attendant, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Ciao!